Lorsque le principal allié disparaît, que reste-t-il des serments de solidarité? Et si le soutien européen à l'Ukraine n'avait été, depuis le début, qu'un mirage soigneusement entretenu? Cette question résonne étrangement dans l'histoire européenne, où tant de promesses se sont déjà évaporées au fil des siècles, comme à Munich en 1938, lorsque la Tchécoslovaquie fut abandonnée par ses alliés occidentaux sous prétexte d'éviter la guerre. Aujourd'hui, les échos de ce passé semblent plus proches que jamais. En moins de 2 journées, plusieurs capitales européennes s'empressent de réviser leurs engagements envers Kiev, alors que la perspective d'agir sans l'appui américain se mue en réalité palpable. Derrière les discours grandiloquents, la façade se lézarde soudain. Le fameux soutien indéfectible révèle ses fissures. Pour beaucoup, il n'aura été qu'une posture de circonstance. Cette volte-face soudaine n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans une longue tradition diplomatique où les intérêts nationaux priment invariablement sur les élans de solidarité. Les masques tombent avec une rapidité déconcertante. Le secrétaire général de l'OTAN l'admet publiquement. Sans Washington, il n'y a ni plan B, ni stratégie cachée, ni même la volonté de mener seul ce combat dont chacun mesure pourtant l'enjeu. L'aveu a valeur de confession. Le bloc militaire le plus puissant du monde se retrouve dépendant, voire désarmé. Ce n'est pas la première fois que l'Europe dévoile ainsi son impuissance collective. On se souvient de la crise des Balkans dans les années 90, lorsque l'incapacité des Européens à agir sans l'aide américaine avait déjà été exposée au grand jour. 2 années durant, l'Europe affichait une unité presque irréprochable, mais la réalité s'impose brutalement. Le soutien occidental à l'Ukraine vacille. Certains pays ralentissent ou stoppent les livraisons d'armes, d'autres cherchent des excuses pour s'effacer. La solidarité se délite, remplacée par un réflexe de survie où chaque État protège d'abord ses propres intérêts. Ce mécanisme, loin d'être nouveau, a été observé lors de multiples crises internationales, comme la guerre d'Irak en 2003, où l'Europe s'est rapidement divisée lorsque les enjeux vitaux de chaque nation ont pris le dessus. Ce qui se joue ici dépasse largement le sort de l'Ukraine. C'est aussi notre capacité collective à distinguer la façade de la réalité, à ne pas se laisser abuser par des promesses creuses. Croire aveuglément au discours de solidarité, c'est risquer de perdre tout discernement et de devenir l'instrument d'une stratégie qui nous échappe. L'histoire regorge d'exemples où les sociétés ont payé cher leur confiance dans des alliances qui se sont effondrées au moment décisif, comme la France en 1940, persuadée que la ligne Maginot la protégerait indéfiniment. Regardons de plus près ces signes de basculement. Qui tourne le dos à Kiev et pourquoi ? Derrière chaque recul, il y a une logique politique ou stratégique à décrypter. Détaillons les premières fissures concrètes de ce front européen. Pour mieux comprendre ces dynamiques, il est utile d'imaginer le Conseil européen réuni à huis clos, chaque chef d'État pesant le coût politique de ses choix devant des opinions publiques de plus en plus lassées. Cette tension se retrouve dans les couloirs du Parlement européen, où certains députés n'hésitent plus à évoquer à voix basse la nécessité de réévaluer le soutien à l'Ukraine, signes avant-coureurs d'un changement plus profond. L'Europe joue-t-elle vraiment un rôle moteur dans la crise ukrainienne, ou n'est-elle qu'un relais docile des intérêts américains ? Derrière la façade des grandes promesses de solidarité, une réalité plus crue s'impose. L'Europe n'a jamais été que le second couteau de la stratégie occidentale. Les sommets et communiqués enchaînés ces derniers mois ont donné l'illusion d'un front uni, mais la dépendance envers Washington n'a jamais fait mystère. Au contraire, elle s'est imposée comme une évidence gênante. Cette dynamique rappelle celle observée lors de la guerre froide, où malgré ses ambitions, l'Europe occidentale restait largement tributaire du parapluie nucléaire américain. À maintes reprises, les chefs de l'OTAN ont admis publiquement que sans l'appui massif des États-Unis, aucun plan crédible n'existait pour Kiev. Le secrétaire général de l'Alliance l'a résumé sans détour. Si l'Amérique se retire, l'Ukraine tombe, faute de filet de sécurité européen. L'Union européenne, loin d'assumer la moindre autonomie stratégique, s'est réfugiée derrière l'idée rassurante d'un soutien illimité venu d'outre-Atlantique. Cette attitude n'est pas sans rappeler la crise de Suez en 1956, lorsque la France et le Royaume-Uni durent abandonner leur expédition face à la pression américaine, révélant ainsi la dépendance structurelle de l'Europe. Ce réflexe n'est pas nouveau. Depuis le début de la guerre, l'Europe s'est positionnée en partenaire subalterne, validant sans broncher les choix dictés à Washington. Les milliards promis, les sanctions répétées, les livraisons de matériel n'ont jamais été pensées comme une véritable assurance face à un désengagement américain.
L'essentiel du discours s'est concentré sur l'affichage de l'unité, rarement sur la préparation à l'indépendance. Pour illustrer, rappelons que l'Allemagne, première puissance économique du continent, a longtemps hésité avant d'envoyer ses propres chars Léopard, préférant attendre le feu vert américain pour chaque initiative majeure. Derrière les slogans de solidarité inébranlable, l'absence de stratégie autonome transparaît. À chaque volte-face de la Maison-Blanche, l'Europe dévoile ses failles et ses priorités nationales. Les alliances, présentées comme indestructibles, reposent en réalité sur des fondations bien plus fragiles qu'on ne l'admet publiquement. On l'a vu lors de la crise migratoire de 2015, où l'unité européenne s'est fissurée en quelques semaines face à la pression des flux migratoires, chaque État rétablissant ses frontières et cherchant à se protéger au détriment du voisin. Le vrai danger pour les opinions publiques, se laisser bercer par la croyance en des engagements collectifs solides, tout en négligeant la précarité de ces partenariats. L'histoire récente regorge de promesses trahies. L'Ukraine risque de rejoindre la liste de ses alliés sacrifiés sur l'autel de la realpolitik. Voilà le piège. Confondre les discours avec les actes, s'aveugler volontairement sur la nature des alliances. C'est ce qui s'est produit pour la Géorgie en 2008, lorsque malgré les promesses de soutien, l'aide concrète est restée limitée face à l'intervention russe. Mais comment ce désengagement se manifeste-t-il concrètement dans les décisions européennes ? Plutôt que de grands discours, ce sont des choix bien précis qui révèlent le vrai positionnement des capitales européennes. Regardons comment, dans les faits, l'Europe ajuste ses priorités. Par exemple, lors des discussions sur le budget de l'Union européenne, des lignes de financement initialement réservées à l'Ukraine sont discrètement réorientées vers d'autres priorités nationales, révélant ainsi un glissement progressif mais déterminé. Quand la realpolitik supplante la solidarité, les masques tombent sans ménagement. En quelques semaines à peine, l'Europe enterre ses promesses de loyauté envers le régime de Kiev. Chaque capitale avance ses pions, prête à sacrifier publiquement celui qu'elle acclamait la veille. Le soutien à l'Ukraine n'est plus qu'une mise en scène. Le rideau se lève sur la froideur du calcul politique. Ce schéma rappelle la façon dont, au début des années 80, la France a rapidement réduit son soutien à certaines anciennes colonies africaines dès lors que ses intérêts économiques étaient en jeu. L'Italie, par la voix d'Antonio Tajani, déclare mettre fin à ces livraisons d'armes. Rome évoque de futures négociations de paix pour justifier ce retrait, alors qu'aucun dialogue sérieux n'existe. Cette justification à peine voilée masque surtout la lassitude budgétaire et la pression intérieure. Giorgia Meloni préfère désormais garder ses ressources pour l'Italie, plutôt que de financer un conflit devenu impopulaire. Cette décision, loin d'être isolée, s'inscrit dans une tendance historique où les gouvernements italiens ont souvent privilégié la stabilité interne sur l'engagement international, comme lors de la crise du Kosovo en 1999, où Rome a limité sa participation militaire pour éviter des tensions politiques internes. La Tchéquie, elle, ne prend plus la peine de feindre. D'un coup, ces autorités invoquent l'impossibilité technique de livrer la prochaine série de chars modernisés. Motif officiel, les chars, trop modernisés, ne pourraient pas plus tirer. Un prétexte si grossier qu'il sonne comme une gifle, signalant à Kiev un désintérêt total. Ce genre de justification rappelle l'époque de la guerre froide, quand certains pays du pacte de Varsovie arguaient des problèmes logistiques, pour limiter leur participation aux exercices militaires communs. La Finlande, réputée pour sa prudence, s'indigne publiquement d'être attendue comme garante de la sécurité ukrainienne. Le Premier ministre rappelle que jamais Helsinki n'a voulu assumer ce rôle, refusant toute responsabilité concrète. Face à l'escalade, le président admet que l'opinion devra s'habituer à des concessions douloureuses pour Kiev. La Finlande privilégie sa neutralité et ses propres intérêts plutôt que de s'aventurer dans une guerre qui la dépasse. Ce refus fait écho à la politique de neutralité historique de la Finlande pendant la guerre froide, où elle naviguait prudemment entre l'Est et l'Ouest pour préserver sa souveraineté. La Roumanie, elle, agit sans détour. Dans un silence presque total, ses forces détruiseront du matériel militaire ukrainien en mer Noire, sans explication ni remords. Ce geste marque une rupture brutale. Même parmi les voisins supposés alliés, la distance se change soudain en hostilité ouverte. Cette situation rappelle l'attitude de la Turquie lors de la crise de Chypre en 1974, où, malgré les alliances d'eau formelle, Ankara a privilégié ses propres intérêts stratégiques au détriment de la solidarité régionale. En coulisses, la fracture s'élargit autour d'un enjeu colossal, la confiscation des avoirs russes gelés. Bruxelles et Berlin veulent transformer ces fonds en aide pour l'Ukraine, mais la Belgique s'y oppose fermement.
Craignant pour son secteur financier et le statut de son centre de compensation, elle bloque tout, privilégiant ses propres risques à la solidarité européenne. Encore une fois, l'intérêt national prime sur les slogans d'unité. Cette tension rappelle les divisions européennes lors de la crise grecque, lorsque certains États membres ont refusé de mutualiser les dettes, préférant protéger leur propre stabilité financière. Partout, les gouvernements rivalisent donc d'excuses maladroites, impératifs techniques absurdes, négociations fictives, inquiétudes budgétaires ou juridiques. Cette avalanche de faux-semblants dévoile un cynisme à peine caché, comme si l'on assumait enfin que l'ère de la compassion stratégique est révolue. Ce comportement n'est pas sans rappeler le fameux Splendid Isolation britannique du XIXe siècle, où Londres se dégageait habilement de toute alliance contraignante dès que ses intérêts étaient menacés. Ce jeu de dupes révèle la logique implacable de la géopolitique. Un allié devenu inutile se transforme en fardeau dont il faut se débarrasser au moindre coût. Ne pas voir ces signes, c'est risquer de confondre solidarité et opportunisme et de croire à des promesses déjà trahies. L'histoire du Vietnam du Sud, soutenue puis abandonnée par les États-Unis en 1975, démontre à quel point le sort d'un allié peut changer du jour au lendemain. Au final, ce désengagement massif entraîne des conséquences directes pour l'Ukraine, et pour son président, désormais isolé, réduit au rôle de symbole d'un projet européen qui s'effondre. Cela se traduit par des difficultés accrues sur le front, une baisse du moral des troupes et une dépendance croissante à des aides sporadiques et imprévisibles. Mais cette désillusion européenne ne se joue pas seulement sur la scène internationale, elle résonne aussi dans l'opinion publique, qui doit désormais choisir entre lucidité et confort du déni. Nombreux sont ceux qui, face à la complexité de la situation, préfèrent de croire au maintien de la solidarité plutôt que d'affronter la réalité du désengagement. Ce phénomène de déni collectif a déjà été observé lors de la chute de Saïgon, où l'opinion américaine refusait de reconnaître la fin inéluctable de l'engagement au Vietnam. Quand un allié devient trop lourd à porter, la grande politique ne pardonne pas. Hier encore, Zelensky incarnait le héros des valeurs européennes. Aujourd'hui, il est relégué au rang d'encombrant dont il faudrait se délester promptement. Cette déchéance rappelle le sort de Mikhaïl Gorbatchev, adulé en Occident pour sa politique de glasnost mais vite ignoré après la chute de l'URSS, devenu gênant pour ceux qui avaient célébré son courage réformateur. L'Europe, qui proclamait son soutien sans faille, prépare déjà la sortie. Derrière les appels renouvelés à la diplomatie, émergent de nouvelles figures prêtes à occuper le devant de la scène, lorsque l'abandon sera présenté comme une décision responsable. Les promesses vibrantes se vident de leur contenu, les fonds s'amenuisent et Kiev découvre le visage glacé de l'isolement. Ce scénario s'est déjà produit lors de l'effondrement de la Yougoslavie, où les promesses d'aide se sont évanouies dès que le coût politique est devenu trop élevé. Sur ce théâtre d'ombre, quelques États comme l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni affichent encore la solidarité. Mais il ne s'agit plus d'altruisme, chacun veille surtout à ses propres intérêts et à son image internationale. Cette stratégie d'apparence rappelle la politique de l'équilibre des puissances du XIXe siècle, où chaque nation cherchait avant tout à préserver son rang plutôt qu'à défendre des valeurs communes. La mécanique du lâchage politique est implacable. On recycle les symboles, on parle de paix, on prône le retour au dialogue, tandis que, dans l'ombre, l'opinion est préparée à accepter la défaite ukrainienne comme une nécessité lucide. Celui qui était célébré devient un pion sacrifié sur l'autel du réalisme et de la stabilité, quitte à réécrire l'histoire récente. Ce processus de réécriture a souvent servi à justifier les revirements les plus abrupts, comme lors de la fin de la guerre d'Algérie, où les anciens alliés furent rapidement oubliés par la France officielle. Croire à la loyauté perpétuelle dans la géopolitique, c'est s'exposer à la déception et à la manipulation de ceux qui tirent les ficelles. Au-delà des mots rassurants, seule subsiste une logique froide. Protéger sa place, quitte à abandonner ceux qui, hier encore, servaient de vitrine aux plus grandes promesses. La leçon de l'histoire est claire. Aucune alliance n'est éternelle, et les intérêts évoluent bien plus vite que les discours. Mais au-delà de ce jeu d'apparence, c'est notre propre lucidité qui est testée. Comprendre ces mécanismes, c'est éviter de devenir, à son tour, un pion égaré sur l'échiquier du pouvoir. Pour développer cette lucidité, il est essentiel d'analyser les discours officiels, de comparer les annonces et les actes, et de suivre les flux financiers réels plutôt que de se laisser bercer par les effets d'annonce. N'acceptez plus d'être un simple spectateur. Apprenez à décrypter les jeux politiques tels qu'ils sont, sans phare.
Pour cela, informez-vous auprès de sources variées, confrontez les points de vue et n'hésitez pas à interroger les motivations réelles derrière chaque décision. Par exemple, lorsque des gouvernements invoquent des contraintes techniques, demandez-vous qui bénéficie réellement de ces choix et quel groupe de pression influence les décisions publiques. Derrière chaque grande déclaration, il existe une mécanique d'instrumentalisation froide et méthodique. Un outil, qu'il s'agisse d'un pays, d'un chef d'État ou d'un récit, est encensé tant qu'il sert une utilité immédiate. Mais dès que sa valeur politique ou stratégique s'effondre, il est relégué, abandonné, parfois même publiquement humilié. L'histoire du Shah d'Iran, autrefois pilier de la politique américaine au Moyen-Orient, puis abandonné lors de la révolution de 1979, illustre parfaitement ce phénomène. Prenez le cas de l'Ukraine. Hier, symbole universel du courage démocratique, aujourd'hui, fardeau gênant dont on cherche à se débarrasser sans bruit. Cette brutalité n'a rien d'accidentel. Elle répond à une logique glaciale. Les discours sur la solidarité ou les valeurs servent souvent de façade. Derrière, ce sont des intérêts matériels et nationaux qui commandent. Cette logique s'observe aussi dans le monde de l'entreprise, où une filiale florissante peut être cédée ou liquidée dès lors qu'elle ne génère plus de profit. Pour ne pas finir soi-même sacrifié, il faut savoir lire entre les lignes. Chaque promesse, chaque volte-face contient des signaux faibles. Quand le ton change brusquement, quand on invoque des contraintes techniques ou budgétaires, ou quand la rhétorique de la paix s'impose soudain, ce sont autant d'avertissements. Cela signifie que les priorités ont déjà basculé, que les sacrifices sont tranchés loin des caméras. Les analystes politiques qualifient ces indices de signaux faibles. Ils sont discrets mais annoncent souvent des ruptures majeures. Ignorer ces signaux, c'est risquer d'être manipulé, de défendre aveuglément une cause qui n'est qu'un levier provisoire. C'est perdre tout discernement et finir instrumentalisé, puis sacrifié à son tour dès que la situation l'exige. Pour éviter cela, développez un esprit critique, cultivez la curiosité intellectuelle et entourez-vous de personnes capables de confronter vos certitudes. Retenez ceci. Dans la grande machine politique, tout ce qui ne sert plus est écarté sans scrupule. Les discours sur l'éthique, la paix, la démocratie sont trop souvent des outils d'image. Si vous ne décodez pas les intérêts véritables, vous restez figurant, jamais acteur. Cette leçon vaut aussi bien pour les citoyens que pour les responsables politiques eux-mêmes, nombreux étant ceux qui ont vu leur carrière brisée par un retournement d'alliance inattendu. Maintenant que la mécanique vous est apparue, votre regard sur l'actualité peut-il vraiment rester le même ? Il appartient à chacun de transformer cette prise de conscience en vigilance active. Pour y parvenir, voici quelques étapes concrètes. Premièrement, identifiez les sources d'informations fiables et diversifiez vos lectures. Deuxièmement, entraînez-vous à distinguer les faits des interprétations. Troisièmement, discutez régulièrement de l'actualité avec des personnes aux opinions divergentes afin d'affiner votre propre jugement. La suite vous révélera comment ce mécanisme opère non seulement à l'échelle internationale, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Êtes-vous prêt à voir ce qui se joue derrière chaque promesse ? Posez-vous la question lors de votre prochain vote ou lorsque vous signez un contrat. Les engagements pris aujourd'hui tiendront-ils demain si les circonstances changent ? Votre lucidité demeure votre seule défense dans cette partie redoutable. C'est elle qui vous permettra d'éviter les pièges de la manipulation, de rester maître de vos choix et de défendre vos intérêts avec discernement. À présent que la réalité s'impose sans filtre, il n'y a plus d'espace pour les illusions. L'Europe, si rapide à proclamer sa solidarité, expose aujourd'hui la vérité de ses priorités. La sauvegarde de ses propres intérêts prime sur le sort de l'allié qu'elle érigeait, hier encore, en symbole. Cette leçon, valable à l'échelle des nations, s'applique aussi à l'ensemble des engagements collectifs, qu'il s'agisse de pactes familiaux, professionnels ou institutionnels. Derrière les discours rassurants, point de grands plans secrets ni d'alternatives cachées. Le récit politique se réduit à des calculs froids où la promesse d'unité s'effrite dès que le prix à payer devient trop élevé ou que l'utilité s'évanouit. Au fil du temps, nombreux sont ceux qui ont vu leur destin changer du tout au tout, simplement parce qu'ils n'ont pas su anticiper le retournement des alliances. Il suffit de se rappeler du sort de la Pologne en 1939, trahie par la passivité de ses alliés occidentaux. L'Ukraine a été, pour l'Europe, un levier commode. Mais lorsqu'elle cesse d'être profitable, elle devient un fardeau, sacrifié sans état d'âme. C'est là le vrai visage d'un engagement conditionnel, voué à céder au moindre revers. Ce principe implacable doit inciter chacun à une vigilance de tous les instants, à l'échelle individuelle comme collective.
Face à ce constat, le véritable enjeu pour vous, citoyens, est de préserver votre discernement. Refuser d'être séduit par des mots creux, c'est se protéger contre les manipulations qui guettent à chaque crise. Pour cela, continuez d'analyser l'actualité avec distance, confrontez les différentes interprétations et n'hésitez pas à remettre en question les évidences. L'histoire récente nous l'enseigne. Même les plus belles alliances peuvent se dissoudre sous la pression des intérêts nationaux. Prendre du recul, penser par soi-même, c'est déjà échapper au piège du cynisme géopolitique. Cette démarche d'esprit critique est la meilleure garantie pour ne pas être le prochain instrument sacrifié. Cette crise n'est pas seulement celle de l'Ukraine, mais aussi le miroir de notre propre rapport au pouvoir et à la vérité. Rester spectateur ou devenir acteur de ses convictions, à chacun de choisir son rôle. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oser nommer les réalités, même inconfortables, pour mieux les affronter. Quand tout s'apaise, il reste une question cruciale. Qu'allons-nous retenir et saurons-nous éviter d'être, demain, les prochains sacrifiés ? L'avenir appartient à ceux qui savent voir au-delà des apparences et ne se laissent pas abuser